je tourne cette partie alors qu'il fait très très chaud dehors, donc pendant la semaine de la canicule du coup. Et désolé pour vous, mais j'ai un peu continué la basse pendant le week-end dernier. Et comme vous n'étiez pas là pour filmer, et ben j'ai un peu continué. Donc je vais finir de mettre les dots dans le manche. Là il a été un peu radiusé, mais il devrait être abaissé au niveau du coup des nacres. Donc en fait là les nacres me servent juste à savoir à peu près le niveau minimal que j'aurai en fait de la touche. Donc c'est un peu un repère visuel. Donc voilà, encore une fois désolé de ne pas montrer le reste, on a notre volute qui commence à prendre vraiment forme. Et j'ai pas encore fait du coup le renversement dans le talon du manche, donc à savoir que lorsque vous faites ça dans le manche, ce sera plus type PRS que Gibson, mais je trouve ça plus pratique que de mettre le renversement dans le corps, puisque basiquement vous le voyez pas le renversement, donc c'est un peu plus compliqué à faire. Donc je préfère faire ça dans le manche, même si ça lui donne plus un type PRS avec surtout le talon. Donc lorsque vous faites ça, du coup, là j'ai pris une fraise, un forêt qui me permet de faire des trous un peu plus petits que les nacres, donc ça me permet de vraiment bien ajuster à l'intérieur du trou. Bon, le problème c'est que les trous sont un peu profonds fait exprès, donc il faut que j'arrive au fond du trou. Pensez bien à mettre un masque lorsque vous poncez des nacres, c'est assez dangereux pour la santé, donc faites attention à vous.
fais une petite aparté au milieu de la vidéo parce que je parle pas souvent du coup de ce que je fais. Et il faut que je vous explique un peu. Donc là vous avez pu voir que j'ai fait quelques trucs sur la tête. Donc j'ai pas forcément tout montré parce que c'était des étapes un peu délicates et précises. Et j'ai pas envie à chaque fois d'avoir comment dire, commencer à filmer, à arrêter, parce que sinon ça fait des rushs de comment dire, 15 millions de kilomètres de long. Et donc, comme vous avez vu, j'ai mis les inlays, mais profondément dans la touche. Et en fait, c'est parce que, comme à mon habitude, j'ai pris trop épais de touche. Donc, je suis obligé de poncer ça. Et ça va mettre encore très très longtemps. Et donc, je les ai mis à la hauteur qu'ils auront en fait à la fin. Donc en fait je vais tout poncer jusqu'à arriver au résultat final où tout sera à niveau. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus profondément mis que ce que vous devriez faire, qui serait de juste les mettre à florent et après les reponcer sur votre radius. Donc voilà. Basiquement, si vous faites comme moi, ce que je conseille pas, en fait, le problème c'est que une fois que vous avez mis vos tranchées à fret dans votre guitare haute basse, vous allez être obligé de temps en temps de faire en sorte que celle-ci soit profonde et disparaisse pas avec le ponçage de la touche. Et donc le problème, comme vous pouvez l'imaginer, c'est qu'on a plus de chances de rater son fretage comme ça parce que vous allez plusieurs fois de suite scier et vous pouvez finir par avoir des erreurs ou par avoir une tranchée mal sciée. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça peut vous entraîner sur un seul modèle, enfin sur une seule basse, enfin manche ou basse de guitare, à apprendre à scier les frets, ce qui n'est pas évident au début, puisqu'il faut à la fois de l'assurance et de la délicatesse, et il faut faire ça droit aussi, enfin le plus possible. Ce que j'utilise, c'est une scie à fret assez spéciale que j'ai trouvé sur eBay. J'ai encore quelques lames, mais après je sais pas si je pourrais m'en servir. Donc en fait ce qui va être intéressant, c'est que ça a directement une profondeur en fait limite, et vous êtes sûr de ne pas passer au-delà, ce qui est vraiment assez intéressant. Après, le problème que ces scies-là ont, c'est qu'elles n'ont pas forcément un bon appui pour scier, donc ça demande beaucoup plus de temps. Mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a une assez bonne rigidité. Après, je suis pas sûr que ce soit très droit. Enfin, ça ne change rien. Si vous aviez un manche avec 20 cordes, ce serait différent. Et donc là, du coup, je vais passer toutes les frettes, les 19. Et après, je reponcerai et s'il y a encore beaucoup de travail, sinon je repasserai juste à niveau. S'il y a assez de matière, en fait, en général, c'est mieux de ne pas attendre, comme je l'ai fait, d'avoir pratiquement plus de quoi faire, parce que si vous le faites par exemple à moitié de la profondeur, c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez juste vous guider de la tranchée si elle est bien faite et ce sera bon. Par contre, si elle n'est pas très bien faite, je vous conseille si vous vous sentez en meilleure forme, de faire comme moi et de vraiment du coup la repasser après. Après, cette technique, elle a quand même un avantage qui est certain, c'est que lorsque vous ne savez pas scier vos frettes, enfin vos tranchées de frettes, vous allez au début avoir des tranchées plus larges et elles vont s'affiner au fur et à mesure que votre scie rentre en fait dans le bois. Donc ce qui est bien, c'est quand vous poncerez, en fait, vous enlèverez la cradosserie que vous avez fait avec votre touche et ça ira beaucoup mieux. Et ça sera comme si vous aviez été parfaitement à même de faire ça. Ce qui est important, c'est de bien regarder souvent,
que vous faites, parce que en général aux extrémités vous allez élargir votre trou, donc il peut tenir à une certaine largeur, mais au-delà la frette ressortira automatiquement. Après il y a des techniques pour faire en sorte que la frette reste quand même cintrée dans le bois malgré tout, enfin pas dans le bois, mais il y a une technique pour qu'elle reste affleurant la touche, c'est que vous prenez une cale à radius. Alors, en général, pour pas abîmer votre cale, vous allez mettre moi ce que j'utilise c'est du bois, pas du MDF, mais du bois fibré, un peu comme comment dire ça, c'est une autre façon de faire du bois recomposé, un peu comme on aura sur les Dan Electro. Vous mettez ça, un morceau fin de 2 mm dessus, et vous appuyez avec des serre-joints. Vous mettez de la colle super glue et ça marche. Après le problème c'est qu'il faut faire bien attention que votre super glue elle aille pas sur le morceau de bois, sinon vous avez beaucoup de travail derrière pour enlever toute la super glue, à la fois des frettes et enlever le bout. Oui, ça marche plutôt pas mal. Après ça demande beaucoup plus de... Enfin si la colle part sur les frettes, ça vous demandera beaucoup plus de travail de frettage du coup. Enfin, comment dire ça? Comment dire ça? Enfin, de dressing en fait, de fret. Donc c'est un travail très minutieux qui demande beaucoup de temps pour savoir le faire bien. Moi je peux encore le faire vraiment bien. Je sais pas si j'arriverai un jour à le faire bien, parce que c'est quelque chose qui demande vraiment un toucher assez délicat et de bien sentir qu'on a la scie bien droite, ce qui n'est pas forcément mon cas. Après il y a des fabricants, des gens chez qui vous pourrez acheter du bois comme Madinter, qui font des touches slottées et radiusées. Donc je vais m'arrêter 3 secondes ici. Du coup, comme vous voyez, c'est une assez grande cale à radius que j'ai là. Parce que en fait ça diminue la possibilité de faire le radius mal. Et en plus ça vous permet de, comment dire ça, de pas creuser votre manche. En fait lorsque vous poncez, il y a un effet qui aide, vous n'allez jamais poncer plus autant les bords que le milieu, comme vous faites des passes comme ça, et en fait plus votre instrument est long, moins vous aurez de chance d'avoir les parties opposées, enfin aux extrémités, qui sont pas autant poncées que le milieu en fait, voilà. Ou sinon ce qu'il faut faire c'est vraiment passer tout le temps dans le même sens en fait, pour avoir quelque chose de régulier, ce qui n'est pas évident et ce qui demande beaucoup plus d'efforts en général. Donc c'est mieux d'avoir une grande cale, ça coûte peut-être un peu plus cher. Donc là vraiment là quelque chose d'assez correct. Et donc là avec la grosse cale c'est beaucoup plus précis, je le sens parce que je me coupe sur les bords en fait. Alors que d'habitude ça serait pas le cas. Là, si vous l'avez remarqué, je vais faire les marqueurs de côté. Ce qu'il y a de particulier avec certains instruments, notamment les Gibson, c'est que les points sur les côtés sont pas mis de la même façon parce que comme le manche sera peint, en fait, on fait pas comme chez Fender où c'est plus simple, ils s'alignent sur la touche et en fait ils font le marqueur entre la touche et le bois. Donc là, on peut pas faire ça. Donc on va essayer de trouver un petit peu plus haut dans le bois et on va faire comme ça. Trou de 2 mm, on va mettre notre marqueur de côté dedans. Donc évidemment, il faut prendre à chaque fois les bons endroits. Donc déjà, je vais tracer une droite en prenant comme repère le bas de la touche. Bon, même si au final, en fait, lorsqu'une touche est d'un radius constant,
soit vous prenez le haut comme référence ou le bas. Et en fait, si vous prenez l'un ou l'autre comme référence, l'un sera forcément au-dessus ou plus bas que l'autre. Par exemple, si vous prenez le plat à la partie la plus haute du radius, votre touche sera plus fine au fond qu'au niveau du scié. Et là, j'ai fait un peu des deux. Utiliser une autre technique, on va mettre du scotch dessus, ce sera plus simple. Je parle tout seul. Prendre ça, hein. Voilà. J'aurais pu en prendre en nacre, mais ça, je trouve pas vraiment l'utilité. Mais pour l'instant, on va pas du tout faire ça. Donc en fait, on va éviter de prendre l'eau et tout, non c'est bon. Et on va regarder déjà. Je suis trop. Ça risquera pas de rentrer. Donc il faut pas vraiment beaucoup profond, très profond. Et donc là on voit que c'est bon et que ça sera bon pour toute la rangée, puisque comme le manche devient plus épais. Bon après, hein, du coup les trous seront pas vraiment dans l'axe puisqu'il y a l'angle du manche, enfin de la largeur du manche on va dire. Mais c'est pas grave du tout, comme juste vous voyez le bord de... Faut juste essayer de pas aller trop profond. Et puis voilà, et bien tenir votre manche quand vous le faites. Donc si vous voulez être sûr, vous pouvez le faire... attendez, parce qu'en fait je suis dans une position où je vois pas l'écran à côté de la caméra. Hop. Est-ce qu'on voit? Ici voilà. Donc voilà notre premier trou qui n'est pas exactement aligné comme il faudrait. Mais je vais essayer de garder ça et donc je vais reporter ça sur les autres parties du manche. Voilà. Donc après c'est pas une étape simple, juste dans le sens où vous pourrez avoir légèrement des différences en termes de niveau des marqueurs. Après moi ça me dérange pas parce que je privilégie le son sur l'instrument et pas le visuel. Bon après c'est important hein, mais qu'il y ait quelques petits problèmes d'ajustement, surtout pour les parties qui ne sont pas critiques, ça me dérange pas. Après je sais qu'il y en a qui sont très à cheval là-dessus. Moi je préfère un instrument qui fait, comment dire, plutôt ancien et vraiment avec de la personnalité qu'un truc parfait qui va vraiment pas donner envie de jouer. Donc on va continuer ça maintenant, du coup, maintenant qu'on est parti. Voilà, le deuxième, qui est pas mal par rapport au premier. Donc là du coup je vais les aligner par rapport au bas de la touche, même si je me suis fait des repères visuels, ça me permet juste de voir à peu près où il faut que je le place. Vous allez à peu près tout. Enfin vous allez rien entendre avec la perceuse. Donc si vous prenez un peu votre temps pour faire le trou, ça va légèrement élargir et ça va faciliter la pénétration de votre... Comment dire ça? De votre repère. Donc au final cette étape c'est la plus importante pour voir vos repères parce que bon moi façon bizarre de jouer, je regarde ceux de devant même quand je suis debout, mais ce sera généralement les repères que vous regarderez au moins lorsque vous serez sur scène et que vous verrez pas grand chose. Donc c'est important de les mettre, plus important que mettre ceux de la touche hein, normalement. Légèrement décalé juste là, mais sinon ça va. Donc c'est pas mal. Et je le retrouve. Et donc comme vous allez le voir ici, bon, on va juste éviter d'avoir... Hop. Ça rentre parfaitement. Voilà. Et bon d'habitude je l'ai fait plus long que ça. Mais là c'est pas mal. Alors là j'ai pas de coup à couper.
Donc on va faire ça au cutter. Ça c'est de la vieille super glue. Ah oui, vous allez me dire qu'est-ce que ça a d'efficace d'avoir de la vieille super glue. Alors, quand vous utilisez comment dire, des choses pour faire des guitares, la super glue c'est bien, mais c'est bien d'avoir de la super glue qui sèche pas trop vite. Et quand vous voulez qu'elle sèche vite, vous prenez de l'accélérant, donc bien que ce soit plus considéré comme comment dire ça, politiquement correct à cause de la pollution que ça produit. Je cherche une lame. Mais vous attendez un peu et il n'y a pas de problème. Hop. On va à peu près voir ce qu'il faut du coup à chaque fois prendre. Là il faut rien, donc on va mettre rien pratiquement. J'aime quand même bien avoir un petit peu, bah, je vais tous les faire d'un coup du coup. Un petit peu de marge, hein. Vous avez juste à raser avec un ciseau à bois après. Oui. Alors ça se trouve très facilement n'importe où. Ça vous pouvez l'acheter en Chine et ça coûte vraiment pas cher, ça doit coûter 1 € le paquet. Le seul problème c'est que vous allez attendre 2 mois pour l'avoir, donc en fait, moi ce que je vous conseille c'est dès que vous voulez des trucs qui n'ont pas besoin d'être, pas de qualité, mais qui n'ont pas besoin d'avoir une résistance mécanique ou qui sont des produits bruts, comme moi je vous achète les sciés, souvent les bindings et des trucs comme ça, pour avoir du bon vieux plastique bien nul, mais qui marche, hein. Le binding souvent je m'en sers pour faire de la colle avec, donc c'est plutôt pas mal pour cet usage là. Donc voilà, vous pouvez trouver ça très facilement, et après sinon dans le coin c'est juste en fait les frais de port qui vont être un peu plus chers, hein. Sachant qu'en Chine en général vous payez 2 € de frais de port. Ici en fait ce sera le frais de port qui coûtera plus cher, donc la technique ce serait d'acheter ça avec plein d'autres trucs en même temps, ce que je fais aussi. Et bon voilà, après il y a des trucs particuliers qu'on trouve que là-bas, donc voilà. J'aime bien dire voilà. J'en ai plus ou c'est bouché encore? Donc si j'achète pas du Loctite ou quoi que ce soit, c'est que le taux de viscosité est optimal là-dessus. Quand ça va bien marcher. Hop, voilà. Et donc c'est parfait pour les travaux. Et voilà. Donc après, pour ceux qui n'utilisent pas souvent de la super glue, faut juste faire attention que le flux comment dire, soit très léger, parce qu'il se peut qu'au bout d'un moment tout sorte d'un coup par capillarité, donc c'est pas terrible. Surtout que ça marque en fait le bois, donc c'est bien des fois si vous voulez vous en servir pour comment dire. Par exemple, moi je m'en sers sur des surfaces comme les têtes, à boucher les pores juste là pour avoir un fini différent sur le corps, et puis appliquer de la super glue sur un corps. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui sont servis de ça comme vernis, mais après c'est pas le plus simple à poncer, et à mon avis c'est pas le moins cher non plus. Hop, voilà. Très bien. Je viens de m'apercevoir que j'avais pas assez de boue. Ah non, j'en ai 4. Waouh, j'ai exactement le bon nombre de boue pour finir ma touche. Donc moi je vous conseille d'en mettre légèrement plus. Je vous conseille d'en mettre légèrement plus. Je vous conseille d'en mettre légèrement plus parce que lorsque vous allez araser, et surtout quand vous allez mettre votre vernis, ça va empêcher le vernis de rentrer dans les trous qui sont au bord du marqueur qui peuvent apparaître, et ça vous évitera de mettre plus de vernis pour arriver à une surface plane. Parce que lorsque vous allez appliquer votre vernis, il va falloir plusieurs couches successives pour arriver à quelque chose de correct. Et des fois vous allez avoir quand même des trous après avoir poncé, ce qui m'arrive des fois. Donc au bout d'un moment on comprend le nombre de couches qu'il faut appliquer à certains endroits, mais c'est mieux de ne pas se donner plus de travail, donc d'éviter
au maximum d'avoir à revenir sur des petites choses qui pourraient être évitées. Je déteste ce truc, c'est super chiant. Voilà. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Évidemment, on le met sur le plan qu'on veut. Bon, après, on peut légèrement bouger. Bon, comme c'est une perceuse avec un gros moteur, on va pas pouvoir trop le bouger, donc c'est le manche qu'on va bouger par rapport au plan de la perceuse. Donc là, vous voyez qu'on a la place pour faire ça. Et c'est ce qui venait avec l'ancien système que j'avais, chinois. Donc on prend nos frettes qui sont de taille égale, voilà, toutes. Et donc, on essaye de foutre ça à l'intérieur. D'accord. Ce que je vais faire, mais pas aussi énormément, quoi. Ah. C'est bon. Voilà. Là. Donc c'est la première fois que je fais avec ça. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement. Ouais, bon. C'est pas assez puissant pour ça. Donc on va utiliser une technique à moi, mais ça va être un peu compliqué. Il me faudra 2 mains. Ce que je n'ai pas. En fait la technique c'est... Vous avez un bras qui va serrer et un bras qui va utiliser le marteau. C'est pour ça que ça me gêne déjà. Voilà. En fait, si vous utilisez votre presse et le marteau en même temps, ça va permettre à la frette de bien rentrer comme il faut. Dans la tranchée. Voilà. Pas un résultat parfait, donc on revient là où ça n'a pas l'air d'être parfait. Yep. Après ça arrivera que vos tranchées soient légèrement en diagonale et que du coup vous puissiez voir à un endroit, un bout de la frette. Mais c'est pas, pour moi c'est pas problématique. Finir par bien t'enlever d'ici, toi. Très pratique la protection. Voilà, comme vous voyez, c'est plutôt bien serti. Et voilà. Hop. Donc dans tous les cas, en fait, si j'applique pas beaucoup de force au final sur les frettes, mais en fait c'est que quand je vais donner mon coup de marteau sur le cintreur à frettes, comment dire, ça va appliquer la force vers le bas et ça va pas en fait, comment dire, lorsque vous tapez avec un marteau, le problème c'est que les forces vont à l'intérieur et ça va faire forcément, comme la frette sera en diagonale, par si vous avez bien fait attention, ça va ressortir de l'autre côté. Donc en général, si vous faites ça, vous aurez beaucoup de chances que la frette ressorte de l'autre côté et que du coup vos tranchées qui seront faites à l'intérieur, enfin, pour que les forces s'appliquent, soient pas correctes au final. Tandis que là, si vous pressez ça, normalement il y aura un léger décalage et ça sera plutôt bien. Et de toute façon, si vous appliquez une pression lorsque vous allez marteler, ça ira de toute façon dans le bois et ça ressortira. On va mettre ça comme ça. Comme ça, il ne nous emmerdera plus. Oh, non, il nous embête. Vous comprenez, YouTube n'aime pas les insultes. Donc arrêtons là. Soit vous avez aussi été choqué derrière votre écran. Comme je vais pas vous montrer à chaque fois tout ce que je fais pour rentrer les frettes, passons à la deuxième. Donc avec l'utilisation successive de mes 6 bras, vous voyez un peu là, hop. Je suis en train de marcher sur les accessoires de jardin, pas de problème. Hop.
Alors, c'est tout à fait normal hein, de faire ça. Ah, c'est ma technique. On peut dire, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ça c'est pas une technique par contre. Ça, c'est moi quand je suis un peu débile. Donc là où je suis un peu rageux, c'est quand je fais ça, après avoir monté la guitare, je fais toujours très attention et je me dis, attends, Guillaume, il faudrait pas rater, hein. Et qu'est-ce que je fais? Et ben, je fous le truc en plein dans le... Ça veut dire arrête de devoir corriger les instruments de musique à la guitare, juste parce que j'ai fait ça comme connerie. C'est très con, hein. Donc ça, c'est un marteau à frettes, hein. J'utilise le côté... Je sais pas ce que c'est comme matière. Ça doit être du polycarbonate. Donc ça risque de durer assez longtemps, hein. Et donc là, comme on l'avait pas fait comme il faut, on va retaper ça. Je viens de taper ma touche. Bon d'accord, merci Guillaume. Putain, alors ça c'est chiant, tu vois. Ça va, c'est dans la ligne. Ah mais... Donc là, je viens de taper la touche, mais ça va, c'est dans la limite de... Alors faut pas refaire ça. Je me détesterais quand je fais ça tout le temps. Je vous conseille pas hein, du coup de faire ça chez vous. Hein. Taper votre touche, c'est jamais une bonne solution. Et donc ça va rentrer dans le... déjà ça sera légèrement poncé sur le côté et comme je vais arrondir les bords, bah, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Mais ça c'est plus dû à ma stupidité. Hein. Donc faites attention aussi. Si vous, comme moi vous êtes stupide. De la haine. Le fait de taper ça partout, parce qu'en fait il y a la porte du garage qui est juste au-dessus de moi. Et j'ai pas beaucoup de hauteur de plafond. Si, j'ai un peu plus de hauteur de plafond. Et voilà, une fois j'ai déjà failli péter un néon aussi comme ça. Mais ça reste entre nous, hein, sur YouTube. Donc je continue, comme je me fais toujours arrêter par la caméra qui m'indique pas que j'ai... Donc si ce que je dis est coupé et que vous comprenez pas, c'est normal. Oui, donc je disais que ce qui est intéressant avec... Intéressant, c'est que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher un troscode simple action. Mais ce que j'ai compris, c'est que plus vous avez votre truss-rod lubrifié, mieux ça marchera. Le mien pour l'instant il est un peu grippé, donc je suis un peu... donc avec les cordes, il n'y aura pas de problème, au bout d'un moment ça va... marcher vraiment bien hein. Mais je penserai la prochaine fois essayer d'utiliser une graisse un peu plus solide pour un peu faire en sorte que le truss rod se balade mieux solide, parce qu'au moins ça rentrera pas trop dans le bois. Ce que fait Warwick sur ses truss rod double action ancienne génération, les truss rod jusque dans les années 2000 je crois. Parce que maintenant le truss rod peut plus s'enlever de manière traditionnelle. Alors je sais pas comment ils font pour les changer, je crois qu'ils peuvent même pas. Enfin on remarque ça, on pourra pas changer le truss rod dessus. À part avec des petits tricks. Donc celle-là elle se met beaucoup mieux parce que j'étais vraiment en forme. Donc la tranchée est droite. C'est pas forcément le cas des autres. Puis des fois les frettes elles se mettent comme elles veulent dans les tranchées, hein, c'est ça qui est un peu relou. Alors est-ce que ça c'est bon? Donc cette technique est un peu relou parce qu'il me faudrait 3 bras pour être efficace. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Reste comme il faut, reste là. Donc là, vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc il va falloir faire comme ça. Ce que j'aime pas avec ça, c'est qu'il faut que j'utilise ça. Et du coup, après que je me trouve quelque chose d'assez épais pour passer en dessous. Hop.
On sait de quelle a poncé. Hop. On est à peu près d'aplomb. Pas vraiment, mais... Ah mais non, mais attends, pourquoi je me fais chier avec ça? Oui, encore des gros mots. Les enfants, bouchez-vous les oreilles. Hein. Hop. Si je fais ça assez rapidement, c'est que j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà. Voilà. Voilà, donc c'est bon là. Comme vous voyez, c'est à peu près. C'est pas droit, mais c'est mieux. Voilà. Je pourrais encore, si je pourrais rendre ça droit avec une technique nulle. Voilà. Et ça marche. Oui. Donc alors ce que je vais faire hein, là, juste pour pas avoir à trop changer de position 24 milliards de fois, je mets la dernière et on sera bon pour ça. Voilà. Alors, évidemment, hein, plus j'avance, plus le plan du manche change. Donc c'est pas mal, ce serait pas marrant sinon. Et voilà, à peu près bien. Donc en fait, là, je vais devoir tout retourner. C'est ça qui est magique. Pour finir ces deux frettes, voilà. Donc, les frettes que j'utilise, c'est des Jescar, je sais plus quoi, en inox. Que j'ai trouvé en France, étonnamment. Une Jescar en France, c'est pas simple. Et du coup... Ce que j'aime bien avec ces frettes, c'est qu'elles vont avoir un pied de frette absolument parfait. Enfin, moi, je pense que c'est parfait. D'accord, donc c'était là. Youpla. Youpla. Youpi. Notre manche est frettée. Ouais, bien évidemment, c'est pas terminé. Hein. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Un peu petit rototo de ma part, mais sinon, un manche pas mal fretté et qui est plutôt beau. Hein. Bon, après, il y a cette face que je vais devoir encore un peu poncer. Il y a des détails à poire, mais sinon, par ça, c'est plutôt pas mal. Le plan plutôt respecté entre la tête et le manche. Après du coup il faudra que je rabote l'arrière hein. Mais du coup j'ai décidé de faire ça avant parce qu'en fait vu que c'est plat et ben, ça me permet de plus facilement poser les frettes dessus. Donc évidemment pour faire cette étape là il faudra que j'arrase les frettes sur les côtés. Je vais peut-être directement comment faire ma planification. Puis on sera bon. Voilà. Donc pour cette étape-là, j'en avais parlé dans un autre rush, mais je vais peut-être en reparler ici parce que je suis un peu plus réveillé qu'hier. Donc faites attention du coup lorsque vous faites surtout la planification avec le radius de votre manche. C'est que le problème, c'est que le mieux c'est d'avoir la cale la plus grande possible, et même par exemple moi qui ai une cale de 40 cm, 50 et ben il faut quand même que je fasse attention à la planéité du manche. Donc une fois que vous avez fini votre radius, poncez pas trop loin, hein. Laissez une légère petite marge, moi j'en laisse toujours un peu trop,
mais laisser une petite marge et après vérifier avec un niveleur ou avec une règle parfaite le niveau du manche. Sachant qu'il faut le faire parallèlement au centre hein, à chaque partie, sinon ça marchera pas, hein, parce que votre radius vous permet pas normalement d'avoir quelque chose de vraiment bien droit partout. Voilà, après, comme j'ai dit, c'est pas forcément bizarre que la touche soit plus fine ici qu'au niveau du sillet, ça dépend de ce que vous voulez. En fait, si vous voulez garder le plat le plus haut possible au niveau à la fois de l'arrière et de l'avant, vous allez avoir les bords qui seront plus bas. Mais si par contre vous voulez mettre à niveau les bords, en fait, ici, on sera plus haut qu'au niveau du sillet. Donc au final, les cordes du milieu seront surélevées, un peu plus que le radius devrait indiquer sur votre manche en fait. Parce qu'on est physiquement plus haut. C'est pour ça que maintenant on a des radius dits compound où on est plus plat, donc pour retrouver un niveau à peu près équivalent au niveau qu'on aurait au sillet, tout en ayant une largeur plus grande, si vous comprenez. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Goupil Guitars. Encore une fois, ça vous permettra de voir tout ce que je mets pas des fois en vidéo parce que j'ai pas le temps ou parce que j'ai pas de j'ai plus de cartes, j'ai plus de batterie ou des fois je préfère mieux bosser tranquillement. Et ben vous pouvez retrouver les photos, j'en mets assez souvent. Et puis voilà. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.